Bien. On va démarrer, exercice qui n'est pas toujours agréable, de faire une visio dans les conditions qui ne sont pas toujours celles que l'on souhaite. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents pour ce Café Dédé qui prend une nouvelle forme. Vous savez que les cafés Dédé, c'est un moment qu'organise la direction du développement durable d'Unilassal pour partager des questions autour de la transition, du changement climatique, de la dimension sociale, etc. Ce Café Dédé particulier, eh bien, il a pour rôle, cette fois-ci, de présenter la participation d'Unilassal à la dernière COP, à la COP 26. Unilassal a été représentée par Manon, qui va vous expliquer dans un instant ce qu'elle y a fait. Je dirais pour nous, c'est un exercice qui est important pour deux raisons. Premièrement, parce que ça donne l'occasion aux élèves d'Unilassal de mieux savoir ce qui se passe dans une COP, dans une conférence des parties, ça c'est un point important. Puis le deuxième, c'est d'arriver... Il y en a certains qui entendent et d'autres. D'autres entendent et d'autres pas. D'accord. Du coup, ça doit être deux autres. J'ai demandé à Marion, qui a l'habitude de nos cafés Dédé, est-ce que tu nous entends, Marion? Le son fonctionne. Merci, Valentin. Merci à ceux. J'espère que ça va se rétablir pour tout le monde. Super. Merci, Marion, de ton aide. Donc, je le disais, c'est à la fois une occasion pour mieux faire sentir ce que c'est que le café, la conférence des parties aux élèves de l'école, mais c'est aussi, et je crois que c'est un des attendus aussi de ce café Dédé, c'est de réserver un temps d'échange à la fin pour aussi imaginer ce que peut faire de plus Unilassal dans sa prochaine participation au COP. Vous savez qu'ici à Rennes, il y a une association qui s'est montée depuis déjà 5 ans, COP Trotter, et dont Manon assure la représentation. Et l'objectif aussi, c'est de faire en sorte que COP Trotter, mais je dirais derrière COP Trotter, l'école, Unilassal, porte une voix singulière dans les différentes conférences des parties. C'est aussi ça l'ambition, et je pense que ce serait important qu'on réserve un petit temps d'échange sur ces questions, bien au-delà de la présentation que Manon va nous faire dans un instant, et je vais lui céder la parole tout de suite, pour qu'elle puisse nous partager son expérience, peut-être enrichie de l'expérience de celle qui l'a précédée. Je pense notamment à Iris, qui a organisé, merci à elle, organisé ce Café Dédé, et de façon à ce qu'on puisse découvrir, entendre, et puis peut-être recruter les futurs participants dans la salle, parce que je vois des premières années, peut-être qu'ils auront envie de participer au futur COP, on en serait ravis. Manon, je vous laisse la parole, et merci à tous et toutes de votre présence. Je laisse le micro, je ne sais pas s'il y a un intérêt, ça donne l'illusion. Non, je pense pas. Donc aujourd'hui, on est 3 membres de COP Trotter et on va vous dresser un bilan de la COP 26. Et je vais aussi faire un retour de mon expérience parce que j'ai eu l'opportunité de me rendre sur place à Glasgow. Monsieur Bellamy, je l'ai très bien dit, la particularité de COP Trotter, c'est d'envoyer chaque année 3-4 étudiants au COP. Donc là, on a 2 exemples. On a deux étudiants de COP Trotter, d'Unilassal qui faisaient partie de COP Trotter, qui avaient pu discuter avec François Hollande à la COP 22 à Marrakech. Et on voit à côté Benita Laville. Je vous reparlerai un peu plus tard de Bettina parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer à la COP 26. Et on a aussi d'autres personnes de COP Trotter qui étaient parties à la COP 23 à Bonn et qui avaient pu rencontrer Nicolas Hulot, qui malgré tout a été notre ministre de l'Environnement. Donc on envoie des étudiants au COP afin qu'ils puissent réaliser un travail journalistique et qu'ils puissent représenter la jeunesse, mais aussi Unilassal, le milieu des études supérieures. Donc je suis partie du 4 au 8 novembre à la COP 26. J'ai pu voir diverses conférences, regarder des négociations et me rendre ainsi compte de la complexité de la diplomatie climatique. Donc, c'est pour ça que c'est assez complexe, donc c'est pour ça qu'on a trouvé qu'il était nécessaire de faire un petit topo de la géopolitique climatique, afin que vous puissiez bien comprendre les enjeux de la COP26. Alors, du coup, pour ce petit topo sur la géopolitique climatique, donc, on voit que ça commence assez tôt. Et ça commence même plus tôt parce que dès 1896, on a un scientifique suédois qui établit un rapport dans lequel il met en relation la combustion du charbon et le réchauffement de l'atmosphère. Et à cette époque-là, déjà, le rapport est reconnu par les scientifiques, donc par ses pairs. Donc le problème est connu, mais on n'en prend pas vraiment conscience. On n'a pas vraiment conscience des dégâts que ça peut avoir. On peut donc se demander pourquoi on n'a rien fait depuis tout ce temps, parce que du coup, c'est depuis le début du XXe siècle qu'on est au courant de ce problème.
Mais il faut savoir que malgré tout, il reste beaucoup de climato-sceptiques qui sont encore présents dans les institutions politiques, économiques, etc. De notre pays et aussi des autres puissances. Et donc ce problème, il a un peu émergé dans les années 80 avec l'émergence de mouvements écologistes qui ont donc mis au premier plan la question climatique. En 1988, on expose pour la première fois au Sénat américain le problème du réchauffement climatique, et il en revient après que les Nations Unies vont créer le GIEC, qu'on connaît aujourd'hui pour ses rapports, dont on parlera plus tard. On a ensuite, on peut voir la CNUC, qui a été créée aussi par les Nations Unies et qui est vraiment un premier pas, de laquelle suit en 1995 la toute première COP, mais la première COP qui n'a pas vraiment abouti à des réelles décisions. C'est vraiment en 1997 avec le protocole de Kyoto qu'on commence à voir un genre de succès parce qu'on a une avancée. Mais malgré tout, à Kyoto, on est sur quelque chose qui est trop lourd pour les États et qui n'est pas vraiment faisable encore pour l'époque, qui n'est pas du tout adapté aux besoins de chaque État, aux pays en développement, etc. Donc c'est trop contraignant, il n'y a pas vraiment de signature officielle. Enfin, il y a une signature officielle, mais elle n'est pas vraiment suivie. Et donc Kyoto, c'est un premier pas. On sent déjà qu'il y a quelque chose, mais c'est toujours pas vraiment ça. Et on voit que ça attend jusqu'à 2005 pour entrer en vigueur. Après, dans les années 2000 à 2010, il ne se passe pas grand-chose. Les mouvements écologistes prennent de l'ampleur et on se rend compte que la question doit être vraiment abordée. Et le plus grand événement, c'est en 2015, la COP21 à Paris. L'accord de Paris, lui, il est moins contraignant pour les États et il est plus adapté en fait aux différentes régions du monde et aux différents pays, ce qui permet d'être plus flexible et de permettre aux pays d'avoir leurs propres objectifs et de s'y tenir. Mais malheureusement, il n'y a aucune sanction qui est prévue. Donc l'accord de Paris, il est là, il est signé, et les pays qui veulent s'y tenir peuvent s'y tenir, et qui peuvent aussi. Mais malheureusement, il y a encore le côté économique qui prend beaucoup le dessus. Et donc on arrive à la COP 26, donc en 2021. Et donc cette COP, elle a pour but de mettre plus en avant la société civile, plus que les COP qui étaient très politiques auparavant. Et donc on peut constater qu'en 30 ans, on n'a pas vraiment avancé énormément parce que les décisions très concrètes dans les lois, etc., n'ont pas vraiment été prises. Et ça, c'est à cause de 3 raisons principales. Donc c'est les climato-sceptiques qui refusent en fait de voir la vérité scientifique et qui disent encore que le réchauffement et le dérèglement climatique sont faux. Le problème, c'est que ces personnes occupent encore des postes importants. Donc on peut voir comme l'exemple avec Donald Trump ou Jair Bolsonaro au Brésil. C'est des décisionnaires, donc c'est vraiment un problème pour faire avancer. Et aussi dans des postes à haute responsabilité dans les grandes entreprises ou des choses comme ça, il y a encore beaucoup de climato-sceptiques. Après, globalement, dans beaucoup de grandes puissances mondiales, on est sur un courant qui est plus populiste, plus de droite, et donc qui est moins voué à se pencher sur cette question environnementale. Donc forcément, au global, quand on regarde au mondial, vu qu'on va plus vers la droite dans beaucoup de pays, ça n'aide pas à faire avancer les négociations. Et voilà, les acteurs globalement qui sont impliqués les plus hauts ne sont pas forcément les plus concernés. Donc voilà pour le point historique. Moi, je vais vous faire un zoom sur l'accord de Paris parce que pour bien comprendre les enjeux de la COP26, il faut absolument comprendre l'accord de Paris. Donc, lors de cet accord, chaque pays s'était fixé un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec une stratégie rehaussée tous les 5 ans. Ces stratégies, on les appelle les NDC ou CDN en français, les contributions déterminées au niveau national. Elles indiquent en fait les actions que chaque partie s'engage à entreprendre pour contribuer du coup à respecter les objectifs de l'accord de Paris.
Et donc cet engagement, comme j'ai dit, il est rehaussé tous les 5 ans avec une ambition toujours, enfin c'est le but normalement de rehausser toujours l'ambition. Et donc c'est pour ça que la COP26 est si importante parce qu'on est, enfin normalement elle devait se dérouler 5 ans après, mais on est 6 ans après la COP21 et donc l'accord de Paris. Et en fait c'est vraiment la première fois que les États ils vont présenter une vraie stratégie pour la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Et il faut savoir aussi que c'est l'Union européenne qui négocie pour la France. La France n'a pas un siège à la négociation, mais elle est quand même présente lors de la COP26. Et donc il y avait des points sensibles sur lesquels les pays n'étaient pas d'accord. On va les détailler plus tard. C'est aussi ce qui a été évoqué lors de la COP26. Et puis, et depuis cet accord de Paris, on a vraiment une course à la neutralité carbone. On a 80 États qui se sont engagés à la neutralité carbone pour 2050, dont la Chine en 2060. Voilà. Donc pour les enjeux de cette COP26, déjà il y a l'objectif de plus 1,5 degré qui doit rester atteignable. Donc le but ce serait de rester en dessous des 2 degrés, mais dans les textes il faudrait rester dans des objectifs en dessous de 1,5 degré pour pouvoir atteindre dans la pratique les 2 degrés, enfin pour pouvoir rester dans la pratique en dessous des 2 degrés. Donc ça c'est un des enjeux de la COP26. On verra plus tard que ça a été plus ou moins tenu. Il y a aussi la neutralité carbone en 2050 dont a parlé Julie. Et il y a une nouvelle problématique qui entre un peu plus avec la COP26 dans les négociations par rapport aux précédentes COP, c'est la protection des communautés et des habitats naturels. On prend vraiment en compte l'avis des populations locales. On devrait prendre en compte l'avis des populations locales et à cette COP26, c'est quelque chose qui a été mis en avant. Après, il y a le changement de la finance dont j'ai parlé plus tôt, donc avec les climato-sceptiques, etc. Donc ça induit qu'il y a un changement de la finance qui est nécessaire en fait, parce que aujourd'hui, les banques et les entreprises en fait financent beaucoup les énergies émettrices de CO2 et de gaz à effet de serre. Et le problème, c'est que du coup, tout notre argent, elle est redirigée vers ces secteurs polluants, alors que c'est pas forcément ce que veulent les citoyens. Et il y a aussi la finalisation du rulebook de la COP21. Donc en gros, ça c'est un texte qui dit comment les États doivent agir. Et celui de la COP21 n'a pas été finalisé à cause d'un article qui est bloqué, qui est l'article 6, dont on parlera plus tard. Et donc en fait, cet article de la COP, de l'accord de Paris, tous les États n'ont pas réussi à se mettre d'accord, et du coup, il faudrait, pendant cette COP26, il a fallu finaliser ce petit point bloquant. Un autre des grands enjeux de la COP26, c'est celui de l'inclusion. Donc, c'est la capacité de participation et d'écoute des pays en voie de développement. C'est très important parce que ces pays, ce sont les premiers qui sont touchés par le changement climatique. Donc, nous devons les écouter parce qu'aujourd'hui, ils réclament une véritable justice climatique. Sur place, sur la COP, on a un véritable métissage culturel. C'est assez fabuleux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits, d'événements où on a autant de mélange de cultures. Mais en rencontrant des habitués de la COP, on m'a dit que ce métissage il était moins homogène que les autres années. Ça ne s'est pas forcément vu dans les médias parce que, par exemple, les indigènes ont été beaucoup médiatisés. Par exemple, j'ai voulu aller parler à des indigènes et c'était assez compliqué parce qu'ils étaient toujours en train d'être interviewés. Tous les médias étaient vraiment concentrés sur eux. Donc, j'ai dû un peu ruser pour parler à un indigène. Je me suis fait passer pour une journaliste française. Donc, ils ont fait venir un traducteur parce que je ne parlais pas le portugais. Donc, voilà, c'était intéressant et aussi touchant parce que cet indigène qui s'appelle Crétin, qui vit dans la forêt de l'Atlantique, il m'a dit des choses touchantes comme quoi il était prêt à donner sa vie pour son enfant, son petit garçon, pour qu'il ait vraiment un futur, parce que la forêt de l'Atlantique, il faut savoir qu'elle a été, elle est presque totalement décimée par la déforestation et elle a été oubliée comparée à l'Amazonie. Donc voilà. Et donc pourquoi ces pays en voie de développement ils ont été sous-représentés à la COP? C'est tout d'abord à cause des inégalités structurelles. Parce que pour envoyer des négociateurs à la COP, il faut avoir les caractéristiques de la délégation idéale, c'est-à-dire il faut être anglophone, il faut avoir le savoir scientifique,
il faut avoir les capacités de revenir tous les ans au COP. Donc ça semble facile pour nous en France, qui sommes un pays développé, mais dans les pays en voie de développement, c'est un peu plus compliqué. Et puis on a des coûts de logement à Glasgow qui sont chers. Et ces inégalités structurelles, elles ont été renforcées par la gestion de la pandémie. Par exemple, il fallait être vacciné pour pouvoir aller à la COP. Or, tous les pays n'avaient pas accès de manière égale au vaccin. Et puis, il y avait une liste rouge dans laquelle il y avait beaucoup de pays du Sud. Et ces pays sous liste rouge devaient avoir une quarantaine pour entrer sur le territoire britannique. Donc, c'était assez repoussant. Et puis, on a toujours la peur d'un cluster géant. Donc, quelles ont été les conséquences? C'est qu'on a un agenda qui était dominé par les pays du Nord. Les préoccupations des pays du Sud sont marginalisées dans les négociations. Et on a un renforcement de l'injustice climatique et des inégalités structurelles. Par exemple, sur place, il y avait 503 délégations pétrolières. Et il se trouve que ces délégations pétrolières, elles étaient supérieures à la somme de toutes les délégations des pays en voie de développement. Donc là, se pose une véritable problématique. Comment ces pays en voie de développement, ils peuvent être écoutés, être pris en compte dans les négociations alors qu'ils sont contre des lobbies anti-climat qui ont plus de pouvoir qu'eux. Donc voilà, le risque, c'est un manque de légitimité dans les décisions prises à la COP. Et pour vous spoiler, ça a été le cas. Donc un article très important qui a été discuté lors de la COP26, c'est l'article 6 qui évoque les marchés carbone. Donc un marché carbone, qu'est-ce que c'est? C'est un échange de crédits carbone qui vise du coup à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Je vous ai mis un schéma ici, j'espère qu'il est clair, mais en gros, ça va être la vente, vous voyez, d'une part de CO2 sur le marché et ceux qui émettent trop rachètent cette part. Et donc ici, vraiment, l'enjeu, c'est de réussir à avoir un article qui vise réellement à réduire l'émission des gaz à effet de serre et non pas à augmenter, ce qui peut être le risque. Voilà. Et donc, on avait beaucoup de points de désaccord parce qu'il a quand même été rédigé il y a 6 ans. Donc, pourquoi il a été signé 6 ans après? C'est surtout à cause on avait un report des crédits de Kyoto parce qu'il y avait déjà eu une sorte de système mis en place sur Kyoto, des pays qui avaient des crédits et donc ils ne voulaient pas perdre ces crédits. Donc voilà, ici on avait le problème également sur le double comptage et puis l'inclusion du respect des droits humains. Voilà. C'était ce qui causait problème pour cet article. Alors, qui vient à la COP? Donc, on a tout d'abord les négociateurs qui sont organisés en groupe de négociation. Donc, on peut le voir sur ce schéma qui est assez complexe. Il y a beaucoup de groupes de négociation qui se mélangent à d'autres groupes de négociation. Donc, c'est complexe. Ensuite, on a la société civile qui est composée d'entreprises, d'ONG. On a les observateurs qui sont des simples civils. Donc, comme moi, j'étais observatrice. Et cette société civile, elle organise des conférences, des actions, des manifestations au sein de la COP. Ils sont vraiment là pour mettre la pression, pour dire aux négociateurs qu'on vous regarde et aussi pour montrer que la société, elle est prête au changement. Alors là, on a une carte d'une vue d'ensemble de la COP26. Donc, il faut savoir que c'est entouré de grillages, c'est assez bien protégé. On a un premier contrôle à l'entrée. On contrôle notre identité. Donc, le premier jour, j'ai eu droit à passeport, carte d'identité, passe sanitaire, plus la preuve que j'ai bien fait mon autotest. Parce qu'on doit se tester tous les matins pour le Covid soi-même. Ensuite, on est contrôlé une deuxième fois avant l'entrée principale et une troisième fois dans l'entrée, où on est contrôlé avec des portiques de sécurité. Donc, comme avant de prendre l'avion, on regarde si on n'a pas des métaux sur nous, on doit vider notre bouteille d'eau. Enfin, vraiment, c'est très sécurisé. La zone B, c'est l'action zone. Donc, c'est là, comme son nom l'indique, où on va se dérouler les actions. Donc, c'est l'endroit qui est très médiatisé. Je peux passer. Donc, on l'a beaucoup vu à la télé, cet endroit. Voilà. Parce que tout simplement, là, on a une vue d'ensemble, mais il faut savoir que la pièce, elle est ronde et en fait, à chaque extrémité, on a plein de caméras. Il y a des interviews tout le long de la journée et puis c'est aussi ici que les présidents ont fait leur discours.
sur le plateau blanc qu'on peut voir. Donc c'est pour ça qu'on l'a beaucoup vu dans les médias. Ensuite, est-ce que tu peux revenir sur la map? Voilà. Ensuite, on a la zone C, donc c'est là où il y a les side events. Donc c'est un peu comme un salon de l'agriculture, sauf que là, ça va être les entreprises qui sont venues du monde entier ou des ONG qui sont là pour montrer leurs projets, leurs technologies, leurs innovations en matière de développement durable. Je n'y suis pas allée parce que des habitués de la COP m'ont dit que ça allait me faire perdre du temps, parce que cette année-là, c'était moins bien que les autres années. Donc j'ai passé la majorité de mon temps dans la zone D et E. La zone D, c'est là où on a tous les pavillons. Donc en fait, un pavillon, c'est un endroit, une sorte de grand stand qui est spécifique à chaque pays. Et ici, dans chaque pavillon, va se dérouler des petites conférences et le pays va vendre ses mérites en matière de développement durable. Il y a 196 pays à la COP, donc 196 pavillons. Et il y a aussi un pavillon de la science, un pavillon de l'eau, un pavillon des Nations Unies. Donc je pense qu'on monte bien à 250 pavillons. Donc c'est pour vous montrer à quel point c'est gigantesque. Donc voilà, et c'est aussi un point de repère pour toutes les personnes de la COP. Par exemple, moi j'étais française, donc mon point de repère c'était le pavillon français. Et je l'ai trouvé assez facilement parce qu'on était juste à l'entrée, à côté de la Chine. C'était bien entouré. Ensuite, on a la zone E, c'est les plénières, donc c'est les salles de négociation. La zone F, c'est les meeting rooms, c'est les salles de réunion. La zone G, c'est le bureau de la CNUC des Nations Unies. Et ensuite, la zone H, c'est là où était le bureau des médias. Enfin, voilà. Alors, participer à une COP en tant qu'observateur, c'est tout d'abord se lever tôt parce que les logements sont assez loin de la COP, étant donné la concentration de personnes qu'il y a à cet événement. Donc, moi, j'étais à 45 minutes de la COP. J'avais 2 trains à prendre. Et le premier jour, je me suis levée par exemple à 5 h du matin parce qu'il fallait que je récupère mon kit d'autotest pour pouvoir le faire avant d'entrer. Donc j'ai fait mon autotest à 6 h du matin dans le noir, dans une rue avec les dos glacés. Mais ça va, j'ai réussi à rentrer à l'heure parce qu'il y a beaucoup de queues aussi. J'en avais un peu moins que le début de semaine parce qu'au début de semaine, c'est là où il y avait tous les présidents et les ministres. Donc il y avait vraiment beaucoup plus de personnes. Au début de semaine, il fallait compter 1h30, 2 heures de queue, et moi, j'en ai eu seulement 30 minutes à chaque fois, donc ça va, j'ai eu de la chance. Donc, à 9 h a lieu tous les matins une réunion des Yongo. Donc, c'est une réunion qui va réunir tous les jeunes de la COP. Tous les jeunes peuvent participer, et on peut vraiment s'exprimer, et ça sert aussi de faire un point de la journée précédente dans les négociations. Donc, j'ai participé à l'une d'entre elles, c'était le samedi, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. On peut voir que la pièce était un peu vide. Ensuite, j'ai mis une photo du pavillon français, donc on peut voir qu'on a misé sur le bois. Ensuite, j'ai pu rencontrer des personnalités telles que Valérie Masson-Delmotte, qui a été coprésidente du GIEC qui est coprésidente du GIEC depuis 2015. Donc, c'est pas non plus n'importe qui, c'était une discussion très intéressante. Et c'est elle qui a voulu rencontrer les jeunes Français. Donc on était une quinzaine de Français et on a fait une table ronde pendant bien 1h30 avec elle. On a discuté de tout, vraiment, on a parlé de tous les sujets, c'était très intéressant. Ensuite, j'ai rencontré Bettina Laville. Donc Bettina Laville, elle est conseillère d'État, elle est présidente du comité 21. Elle est écrivaine, elle est membre du conseil scientifique des mines et encore beaucoup de choses. C'est vraiment une personne qui est à fond dans le développement durable. Et donc j'ai pu lui parler et elle m'a gentiment invitée à déjeuner avec elle. Donc j'ai mangé au restaurant avec Bettina Laville. Et ensuite, la société civile peut élire à 18 h le fossile du jour. Donc en fait, ça va être le pays qui bloque les négociations et c'est un moyen de mettre pression. Ça a souvent été l'Australie, donc c'est un moyen de dire oui, on est là, on te regarde, tu as intérêt de bouger pour le lendemain, de débloquer un peu ces négociations. Donc voilà, c'est vraiment le rôle principal de la société civile, il est primordial, il est très important, c'est de mettre la pression sur les négociateurs. Donc cette société civile, elle organise des événements.
J'ai pris cette belle image qui montre bien que la cause climatique, elle est très mobilisatrice. Enfin, vraiment, c'est très beau de voir ça. On est tous là pour la même chose. Ces événements, ils ont aussi comme but de choquer pour pousser à l'action. Voilà, je mets des images. Il y en a une autre. Voilà, c'est pour dire on vous regarde, on compte sur vous. Voilà. Donc, un observateur, il peut aussi assister aux négociations. Donc, j'ai assisté à une négociation de l'article 6. Donc, c'était la clôture de l'article 6. Donc, c'est un des enjeux phares de la COP26. C'était très intéressant. Je pense que c'était la négociation à ne pas louper. Et il faut savoir que toutes les négociations ne sont pas ouvertes tout le temps aux observateurs. Mais j'avais un badge spécial qui, un peu pour privilégier, parce que je pense que c'est parce que j'ai été accréditée un peu au dernier moment pour aller à la COP. J'ai su 3-4 jours avant. Et c'est grâce à Jacques Bréjean, qui est le cofondateur de l'UME et qui connaît personnellement le ministre Le Drian, et du coup, qui est quand même le ministre des Affaires étrangères. Et donc, mon accréditation a eu son appui. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu ce badge spécial qui me permettait d'accéder à toutes les négociations. J'étais quand même la seule jeune Française à avoir ce badge. Enfin, les personnes me regardaient, comment on a fait. Enfin, voilà, je ne savais pas trop, mais voilà. Donc, maintenant, on va vous faire un petit bilan. Ouais, alors du coup, pour ce qui est des décisions qui ont été prises durant la COP26, donc déjà la finalisation du rulebook de la COP21 dont on a parlé plus tôt, donc elle a bien eu lieu. Donc ça, c'était un des points bloquants qui datait de 2015, donc on a réussi à effacer. Ensuite, un grand nombre de pays ont appelé à faire des efforts sur les gaz à effet de serre. Donc là, on est quand même sur vraiment de la diplomatie, ça reste plus du blabla. Et après, si les décisions prises durant la COP26 sont respectées, on reste en dessous de l'objectif des 2 degrés. Après, il faut savoir que, par exemple, déjà, la COP26, elle a duré une journée de plus. Beaucoup de pays ont essayé de négocier chaque petit point de ces accords de Glasgow. Et donc, on est sur un accord qui est toujours assez ambitieux, donc qui reste en deçà des 2 degrés, mais le problème c'est qu'il n'y a toujours aucune sanction, et donc cet objectif sera atteint uniquement si les décisions sont respectées à la lettre, ce qu'on sait qui est tout bonnement impossible. Après, la plupart des pays ont quand même pris des accords pour revoir leurs engagements à la hausse, donc ça c'est bien parce que ça va dans le bon sens, mais ça dépend vachement des pays, comme on l'a dit. Donc il y a certains pays qui n'ont pas fait énormément d'efforts. Et sinon, l'ONU a décidé de doubler le budget d'adaptation au changement climatique d'ici 2025. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que la transition qu'on veut faire, qui est souhaitable au niveau mondial, elle demande, mine de rien, un financement qui est énorme. Donc ça passe avant tout par ça. Et donc, pour ce qui est des points négatifs, donc d'abord sur les décisions pertes et dommages, à la base, ça partait de la volonté des États insulaires en fait de pouvoir recevoir un financement parce que par exemple eux ils sont beaucoup touchés par la montée des eaux et du coup avoir un financement sur le long terme, ça les aiderait vraiment à s'adapter. Et donc, pendant longtemps, leur demande était rejetée et elle a été incluse dans les textes à partir de 2010. Et à Glasgow, ils ont essayé de refaire pression parce que plus ça va, plus le temps presse. Et donc, ils ont essayé de refaire pression, mais en vain, en fait. Ils ont essayé de proposer des systèmes opérationnels de financement, mais ça a été rejeté, surtout par les États-Unis qui craignaient des problèmes juridiques. Et voilà, il y a quand même eu un compromis qui a été mis en place, un dialogue annuel jusqu'à 2024 pour les modalités de financement. Et puis aussi quand même le retard du plan financier qui était de 100 milliards de dollars, décalé 2023. Donc, et puis surtout qu'en fait, les projets qui étaient financés, c'était plutôt des projets d'atténuation et pas d'adaptation. Ça n'allait pas aussi loin. Et puis, un autre point négatif, donc le manque d'ambition du texte, tout simplement.
et également aussi l'oubli en fait des populations vulnérables au changement climatique. Donc on voit en fait que même en 2021, les États, c'est pas la priorité pour eux les droits humains. Et puis donc là, c'est le tableau des vainqueurs du Fossil of the Day que Manon a expliqué plus tôt. Donc l'Australie en tête à cause du charbon notamment. Donc en parallèle de l'accord de Glasgow, on a quand même eu des annonces phares. Donc voilà, je les ai toutes listées ici. L'arrêt de la déforestation d'ici 2030 avec une centaine de pays. La réduction des émissions de méthane de 30% entre 2020 et 2030 par une centaine de pays aussi. La sortie du charbon entre 2030 et 2040 par une vingtaine de pays seulement, notamment à cause de l'Australie. Et puis l'arrêt du financement public dans les projets de combustibles fossiles par 30 pays aussi. Et puis la fin de vente de véhicules thermiques en 2035 et 2040. Après, il faut savoir que ces trois dernières, annonces, elles auront moins d'impact parce que les pays les plus émetteurs, ils n'ont pas signé. Et donc voilà pour le bilan de la COP26. Maintenant, on pense déjà aux enjeux de la COP27. Qu'est-ce que ça va être finalement, puisque jusqu'ici, c'était de compléter l'accord de Paris. Maintenant qu'il est complété, à quoi ça va servir les COP? Surtout à continuer à rehausser l'ambition, à maintenir les engagements et à essayer de rester transparent, d'avoir des pays qui sont transparents sur leurs émissions, mais c'est très compliqué. Et donc la COP27, elle se déroulera au Caire en Égypte. Donc finalement, l'objectif de cette COP, c'était d'essayer de maintenir l'objectif des 1,5 degrés de réchauffement d'ici 2100. Donc d'après le programme des Nations Unies, 150 pays sur 196 ont déposé des NDC pour 2030, mais il faut savoir qu'on a encore des pays comme la Russie, le Brésil ou bien l'Australie qui certes ont déposé des NDC, mais celles-ci, ils n'ont pas rehaussé leur ambition, et elles sont même encore moins ambitieuses qu'en 2015. Et on sait qu'il faudrait une réduction de moins 45% des émissions de gaz à effet de serre pour réussir à atteindre les 1,5 degrés. Sauf que maintenant, on est plutôt à 14% d'augmentation. Donc finalement, on n'irait pas vers 1,5 mais vers 2,7. Mais si tous les pays réussissent à faire la neutralité carbone d'ici 2050, on arriverait à diminuer à 2,1. Et on a aussi notre étude de l'Agence internationale de l'énergie qui est un peu plus optimiste et qui nous dit qu'on pourrait descendre à 1,8. Donc, on voit que la trajectoire des 1,5 degrés va être compliquée à atteindre. Mais quand même, cette COP 26, elle a été marquée par le fait qu'on a eu quand même de nouvelles ambitions qui sont apparues dans le texte de l'accord de Glasgow. Et ça montre que nos dirigeants, ils prennent de plus en plus conscience en la cause climatique. Et puis, la société civile, elle s'empare de plus en plus de ces sujets-là. Donc, tout ça peut sembler un peu déroutant. Tout ça peut sembler un peu déroutant, mais on va essayer de finir sur une touche positive parce que sur place, c'est quelque chose de fort que j'ai retenu. C'est, on va dire, l'énergie de la société civile qui est prête au changement. Elle le clame haut et fort. En se baladant à travers les pavillons, à travers la COP, j'ai vu les nouvelles technologies, les nouvelles innovations qui sont là. Elles nous attendent et ces acteurs de demain, ils attendent juste qu'on leur donne le feu de départ. Mais quand on va dans les négociations, on voit bien ce contraste. On voit bien qu'ils sont déconnectés de cette énergie, de cette réalité. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? C'est continuer à mettre la pression sur nos dirigeants en marchant dans la rue. Mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut aussi boycotter les plus gros pollueurs parce qu'on l'a vu à la COP26, c'est l'argent qui est roi. Et quand les puissants de ce monde ils verront que leur chiffre d'affaires est impacté par leur inaction, c'est là où ils prendront de réelles décisions. Donc je pense qu'on ne se rend pas compte du pouvoir qu'on a, nous, en tant que citoyens et surtout en tant que consommateurs. Donc on doit continuer à s'unir tous ensemble parce que pour changer ce système, donc c'est l'argent qui est au milieu, au cœur de ce système. Donc on doit se changer ce système qui est destructeur et aller dans un monde plus juste et plus durable. Donc merci de nous avoir écoutés et de nous avoir suivis aussi sur les réseaux. Et bon, voilà, on va pouvoir répondre à vos questions maintenant.
Un grand merci à Manon et Coptrotter pour cette animation, cette conférence. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement soit dans le chat, soit à prendre la parole. Voilà, c'est un moment d'échange à partir de maintenant. Quelqu'un a des questions ici? Ça peut être des questions sur l'expérience qu'a eu Manon à la COP, des trucs, enfin n'importe quoi en fait. Je crois qu'il y a Nathalie Schnurigé là, du campus de Beauvais qui se propose peut-être d'accompagner une prochaine fois, peut-être au Caire, les étudiants. Et effectivement, on l'avait fait d'ailleurs, hein, c'est la première rencontre qu'on a eue entre Iris et moi, c'était lorsqu'on était à Madrid. Et effectivement, je pense que d'y aller à plusieurs, je vous ai plaint quand vous nous avez partagé votre situation dans une rue noire. Je ne sais pas si ça donne envie, mais en tout cas, bravo d'avoir eu ce courage-là. Et je pense que d'y aller à plusieurs, et c'est ce qu'on vise, hein, pour information, Unilassal a déposé un peu de manière officielle une demande de participation en tant qu'observateur au niveau des COP. On le fait au nom d'Unilassal, mais bien entendu en ayant en tête Coptrotter derrière, et de pouvoir offrir à l'ensemble des campus, et pourquoi pas à des enseignants ou du personnel de l'école pour faire peut-être une délégation. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi l'objet de la discussion qu'on peut avoir, c'est si on y va, c'est pour y faire quoi? Et je pense que c'est important de s'y préparer quasiment un an à l'avance, parce que c'est un vrai job, vous nous l'avez restitué, je pense que pouvoir couvrir les différentes actions, les différents événements, reporter de l'information ici, dans les différents campus, mais aussi porter une voix, ça se prépare. Je pense qu'il y a un vrai travail en amont en réalité. Parce que sur place, j'ai pu aussi rencontrer d'autres étudiants français. Il y avait des grandes écoles comme l'UNS, NCCube à Grenoble, qui avaient envoyé bien 5-6 élèves par semaine, donc en tout 12 élèves. Et ils étaient vraiment bien organisés. Chaque élève suivait des négociations, un thème. Donc c'était un peu plus facile parce que moi j'étais toute seule et du coup j'ai fait vraiment une vue d'ensemble. C'est assez compliqué, c'est tellement grand. Et je pense que oui, ça serait bien que l'Unilassal soit plus présent au Caire pour qu'on puisse faire la même chose, réaliser vraiment un travail de fond et pourquoi pas organiser aussi un événement à la COP. Merci. Juste, j'ai peur de dire une bêtise. Alors, Donc, on va peut-être reparler à votre place, Margot, pour tout le monde vous entend, mais Alice. c'est par rapport, avant qu'on fusionne avant la salle, donc il y a quelques années, moi je me souviens, d'après ce que je savais, ils envoyaient déjà plusieurs personnes. Tout à fait. Il y a plusieurs de personnes de Coptrotter qui y allaient déjà. Alors, c'est une question, parce que oui, vous avez raison, il y a eu des périodes où il y a eu entre 2 et 3 étudiants. Là, le plus haut, c'est il y a 2 ans à Madrid, où il y a eu 5 personnes qui sont allées, un de chaque campus de l'époque, donc Beauvais, Rennes et Rouen dans l'ordre alphabétique, et puis Jacques Bréjon et moi-même. On y est allé 5. Cette année, pour les raisons qu'a évoquées Manon tout à l'heure, on a eu l'information tard, il y a eu le décalage, on n'était pas sûr de pouvoir y aller, ça avait été compliqué de trouver des logements à Glasgow. Excusez-moi, j'ai fait du vélo tout à l'heure sous la pluie, donc je suis enrhumé. On a eu beaucoup de mal, et donc au final, seul Manon a pu y aller. Mais l'objectif, c'est de se dire, on a cette opération, et on veut y aller à au moins 5-6 à la prochaine au Caire. C'est l'ambition en tout cas. Et de renouer avec là-dessus et d'ouvrir. Alors soit d'ouvrir au-delà de Coptrotter ou peut-être encore mieux d'avoir un Coptrotter dans chaque campus. Hein, ça pourrait être aussi une manière de continuer à garder le lien entre Unilassal, Coptrotter et la participation au COP. Et je pense qu'aussi on a eu un problème de passation parce qu'on est une association étudiante. Donc les personnes elles changent d'année en année. Et l'année dernière, ça a été une année off. Personne n'est parti à la COP, donc on n'a pas eu les informations. On a eu personne un peu pour nous guider, pour nous parrainer dans les démarches à faire. Donc, voilà. C'est ça qui nous a beaucoup aussi. Pour information, je vais peut-être faire le lien, on y travaille et Iris s'est proposé de faire avec Manon, avec Coptrotter, une sorte de book, de guide qui permet justement d'assurer cette passation portée par l'école au sens, il y a toujours, enfin, voilà, comme vous le dites, il peut y avoir un an d'interruption dans une vie d'association étudiante, c'est tout à fait possible, donc c'est bien entendu Coptrotter qui reste à l'initiative, mais on est là en soutien et je pense aussi en pérennité, puis peut-être aussi pour offrir du temps, voilà, l'exemption de participer à des cours ou ce type de choses, c'est aussi du ressort de l'école. J'ai vu une question posée par Nathalie Schnurigé, je vais peut-être y répondre, c'est quels engagements d'Unilassal. Je vais en donner
plusieurs, parce qu'il y en a qui sont pris par Unilassal. C'est vrai que c'est compliqué de pouvoir les évoquer, mais je ne voudrais pas qu'on reste en se disant qu'Unilassal ne prend pas d'engagement. Il y a des engagements qui sont posés sur nos 3 missions principales. Notre mission principale, c'est l'enseignement. On en a une seconde, mais qui est complètement connectée à celle-ci, c'est la recherche. Et on a une troisième, c'est la manière dont on gère nos campus. Sur la principale, celle qui fait vraiment qu'Unilassal est Unilassal, c'est la formation. Il y a un engagement très fort de dire que l'ensemble de nos formations sont sensibilisées aux questions d'enjeux climatiques. Ça paraît rien, mais il faut quand même le mettre en place. Ça commence déjà par une fresque du climat qui est proposée à tous les nouveaux arrivants d'Unilassal sur l'ensemble de ces campus. Il y a des effets retard sur les campus, et les campus déjà c'est fait. Je pense à Rennes et Rouen, c'est totalement fait. Il y a des campus pour lesquels ça va être fait, c'est le cas du campus de Beauvais, et ça sera pour le mois de avril, mais peut-être que Thomas Vivray pourra nous le préciser. C'est fait dans le cadre d'enseignement, notamment en première année, sur le campus de Beauvais. Et le travail qu'on a réalisé maintenant, c'est de généraliser ça sur l'ensemble des formations, master, bachelor, etc., quelles que soient les formations. Et ça, c'est important parce qu'il ne faut pas que les questions d'enjeux climatiques soient réduites au seul, pas simple, mais au seul plus engagé. Ce n'est pas sur Rennes, avec une formation génie d'environnement ou en bachelor environnement et développement durable, que c'est le plus important. Je ne sais pas ce qu'on va dire, c'est dans les autres formations qu'il faut qu'on se sensibilise. Donc ça, c'est une décision forte d'Unilassal et qui est déjà mise en œuvre. Et on pourrait dérouler, puisqu'il y a des cours sur le développement durable qui sont prévus sur l'ensemble avec un socle, et on y travaille d'ailleurs avec la CAP. On a un peu de retard sur notre calendrier, mais je peux vous garantir qu'avec Marion Flotte, il y a un vrai engagement et l'ensemble de son équipe pour définir ce que c'est que ce socle minimal avec lequel les étudiants, ingénieurs, bachelor, master, doivent repartir en quittant l'école. On a des choses assez similaires en recherche, il y a des choses qui sont engagées, il y a la volonté d'aller plus loin. J'ai vu que Laetitia Meslem participait à la présentation, il y a une vraie volonté d'aller dans ces questions. Je passe rapidement, parce que j'ai aussi envie de venir sur la question des campus. Sur les campus, on s'est engagé à réaliser un bilan carbone, mais parallèlement à ce bilan carbone, il y a des actions qui sont menées, peut-être peu visibles pour le moment, mais c'est aussi un appel de profiter de ce genre de tribune pour le dire. Il y a une volonté de gérer la mobilité internationale des étudiants de manière la plus intelligente possible, c'est-à-dire pas l'interdire, mais la rationaliser. La rationaliser, c'est-à-dire mieux la mesurer, point numéro 1. 2, peut-être mettre en place une politique incitative à prendre plutôt certains modes de transport plutôt que d'autres, peut-être prioriser certaines destinations. C'est toute une réflexion qui est en cours, et peut-être aller vers un système à la fois de quantification, mais peut-être aussi d'incitation un peu plus fort. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'on est en pleine réflexion, et je ne voudrais pas ni faire peur, ni donner trop d'envie. Je peux vous garantir qu'avec Link, le département, on commence à y réfléchir, et on a décidé d'y mettre des étudiants très prochainement, d'y associer des étudiants pour cette réflexion. Parallèlement à ça, on continue à travailler sur notre bilan carbone, avec des réductions là où on le peut, notamment dans les endroits où Unilassal est propriétaire des murs. Je pense notamment à Beauvais. Pour le moment, à Rouen et à Rennes, ce n'est pas encore le cas. C'est le département ici. Je vous parle d'un amphi qui formellement appartient au département. Donc, on essaye de le gérer, mais c'est en cours de transformation. Et dès qu'on est propriétaire, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place les choix qui permettront d'aller vers une réduction. Je ne vais pas faire comme tout le monde à promettre une neutralité carbone à horizon 2050. On essaiera d'être plus ambitieux que ça, mais c'est déjà première étape de le faire à chaque nouvelle construction, d'être le plus économe possible. Ça fait partie des engagements et c'est assez concret. La résidence des carrières à Beauvais est à ce titre assez emblématique. Je rappelle qu'elle a eu un prix des trophées des campus responsables, justement sur sa performance énergétique. Je tiens à remercier l'ensemble des services des moyens généraux qui ont œuvré dans cette perspective-là. Donc voilà quelques éléments. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je voulais illustrer pour répondre que oui, Unilassal fait des choses, tente de le faire à la hauteur de ses moyens, mais aussi avec votre contribution aux uns et aux autres. Je sentais mon portable vibrer, il y a peut-être d'autres réponses. N'hésitez pas à prendre la parole, parce que j'ai vu que Laetitia avait écrit. Oui, Maurice. Moi, j'ai une question. Vous avez dit que c'est Julie, je crois, qui a dit qu'il y a 200 pays qui vont contribuer à la déforestation sur le programme. Et est-ce que vous savez que c'est les principaux pays qui ont les plus gros déforestateurs? Est-ce que vous pouvez reprendre la question, parce que je pense que tout le monde ne l'a pas entendu. Donc Maureen, elle demande qu'il y aurait 200 pays qui stoppent la déforestation sauvage.
Alors moi j'avais surtout parlé du plan financier des 200 milliards de dollars. Mais du coup, je n'ai pas parlé de déforestation. Ouais, c'est une centaine de pays qui se sont engagés, je crois que c'est 130 de mémoire, qui se sont engagés à stopper la déforestation à l'horizon 2030. En fait, c'est ça qui a été pris. Est-ce que dedans, il y a le Brésil? Si, je pense que c'est ça votre question, je ne l'ai plus en tête. Mais je crois que ça fait partie des toutes dernières décisions qui ont été arrachées pendant la COP26. C'est à vérifier. J'ai peur de dire une bêtise. Je meuble, peut-être que vous y réfléchissiez. Au début, non, mais je crois, je ne suis pas sûre non plus, mais au dernier moment, oui. Je ne suis pas sûre. Les sources d'information sont comme Trotter sur Instagram, si vous voulez vérifier. Le jour où on a fait le post Instagram sur la déforestation, il n'y avait pas le Brésil. Mais ça a dû... Si oui, maintenant ils y sont. Voilà, le jour où ça a été signé, il n'y était pas, mais après il y était. Il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Mais il y a une question qui demande... Alors, Laetitia Meslem pose la question, la place, je la lis pour la comprendre en même temps, la place faite à l'enseignement du développement durable au sein des écoles d'enseignement sup et de recherche est-elle une question qui pourrait se débattre au sein des instances des écoles telles que la FESIC et la CGE? Alors, je vais même aller au-delà de ça, c'est déjà le cas. On a des instances, écoles, mais pas que écoles. Je vais commencer par les écoles. Effectivement, la conférence des grandes écoles donc la conférence des grandes écoles, c'est une instance qui regroupe les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, mais aussi les écoles d'art, etc. Un certain nombre d'écoles qui se reconnaissent et qui sont reconnues par l'État en tant que grandes écoles, c'est-à-dire délivrant des diplômes reconnus par l'État. C'est la condition d'entrée dans cette instance. Et dans cette instance, il y a un groupe de travail, qui est plus un groupe de travail, c'est une commission maintenant, une commission de développement durable, qui parle de ça, qui parle de la manière dont on peut enseigner. Et il y a eu un rassemblement de tous les référents des grandes écoles, des référents DD des grandes écoles, au travers de ce qu'on appelle les R2D2. Alors, aucun rapport avec Star Wars, à part le clin d'œil, c'est le rassemblement des référents du développement durable de la CGE. Et ça fait partie de comment on peut clairement mieux enseigner le développement durable, mais principalement la dimension climatique, la dimension biodiversité, dans les différentes formations. Ça paraît rien, mais sachez qu'il y a un rapport qui est en cours et qui est élaboré par, vous avez parlé de Valérie Masson-Delmotte, mais elle a un prédécesseur qui s'appelle Jean Jouzel, qui est voisin d'ici, puisqu'il habite Janzé, donc à même pas 15 km de notre campus de Rennes. Jean Jouzel pilote un rapport sur la manière d'insérer le développement durable dans les formations. Et pour avoir vu les éléments du rapport, j'étais en réunion la semaine dernière, on y était avec plusieurs collègues, on a vu quelques éléments de ce rapport et on voit à quel point c'est complexe parce qu'il faut que ce soit non seulement dans les grandes écoles, mais également dans les universités, avec des questions de repères, se mettre d'accord sur ce qui rentre dedans, ce qui en sort, le temps qu'on va y consacrer, qui doit être concerné, est-ce que c'est en master qu'on doit le faire, au contraire en licence? Effectivement, il y a tout un tas de questions et il faut trouver une règle d'harmonisation commune. Donc ça, c'est déjà fait. Mais ce n'est pas parce que c'est mis en place qu'il n'y a pas de contribution à avoir. Il y a plein de contributions qui sont réalisées et on est ravis de pouvoir échanger avec les uns et les autres. Et je dirais, c'est à nous, équipe, d'aider les différents campus de porter vos recommandations. Mais sachez qu'il y a le miroir, c'est les étudiants avec le RESES. Et le RESES est membre de ces commissions-là. Ils participent et on travaille avec eux. Je sais qu'il y a des comme Trotter est membre du RESES, Solidaritaire sur Beauvais aussi. Je ne sais plus si Make It Green sur Rouen légalement, mais vous avez, vous, en tant qu'étudiant, la possibilité de porter votre voix, votre contribution et aller écouter. Je peux vous assurer que le groupe de travail Jean Jouzel a recueilli la parole des étudiants pour savoir comment encore mieux intégrer ces questions en l'enseignement. Et j'ai envie de dire, je réponds aussi à Laetitia peut-être en anticipation, c'est aussi le cas en recherche. Il y a des initiatives qui sont mises en place, soit de manière très opérationnelle sur l'impact climatique de la recherche, notamment au travers d'une initiative qui s'appelle le Labo 1.5 pour la cible de température que l'on doit avoir, mais c'est aussi la question des cibles de la recherche qui peut être travaillée et qui fait partie des périmètres qui sont prévus dans le rapport de Jean Jouzel, porté par Jean Jouzel. Voilà pour le dire rapidement. Je vous laisse compléter sur le RESES, le cas échéant. Ben là, le RESES, oui, on en fait partie et j'avais déjà rencontré du coup une personne de Solitaire justement de Beauvais. Et donc, oui, donc nous, sachez qu'on recrute toujours aussi et même par rapport aux autres campus, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas.
J'ai déjà rencontré Maxime du groupe de Solidaire et vraiment, si on pourrait avoir un relais aussi sur les autres campus, on réfléchit encore à la manière comment on pourrait intégrer CopTrotter ou essayer de mettre des actions en place à distance comme ça, avec un relais. Et donc voilà, si vous êtes intéressés sur les autres campus. Et également sur Rennes, on cherche aussi, même dans le bureau, des postes, donc même au pôle communication, en fait tous les pôles. Donc voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Merci. Il y a une question qui a été posée sur les entreprises participantes. Vous avez peut-être donné envie à certains de rencontrer des entreprises, peut-être pour nouer des collaborations. En tout cas, c'est comme ça que je comprends la question de Fatma. Je ne sais pas si vous êtes capable d'y répondre, sinon je peux... C'est-à-dire Les entreprises qui participent à la COP26, oui. Comme ça que j'ai compris la question, en tout cas. Et est-ce que... il faut en demander une accréditation, je pense. Après, il y a des grandes entreprises, donc il y a des grandes entreprises de partenariat. J'avais affiché les plus grandes, mais ils ont omis de mettre, je crois qu'il y avait Sky, il y avait Microsoft, donc il y a quand même des gros polluants qui ont participé à la COP26, mais ça, ils l'ont pas mis. Mais après, si une entreprise veut y participer, oui, ils peuvent envoyer un membre de leur entreprise, et pour ça, il faut demander une accréditation. Peut-être en complément, il y a des entreprises françaises qui participent. Oui. Moi, j'en connais 2 pour travailler avec elles au travers du C3D, le club des directeurs du développement durable, dont je suis membre. Et c'est notamment Schneider Electric, qui a une antenne française et qui était participant à la COP26, et Carrefour, dont le directeur du développement durable est un ancien élève de l'école d'Unilassal, ancien élève de l'EME, c'est Bertrand Swiderski, et qui était présent également pour porter cette voie-là. Donc on a des entrées et la possibilité de collaborer avec eux, mais on le fait déjà en partie. On avait amorcé une collaboration avec Schneider, qui s'est un peu mise à l'arrêt avec le Covid, mais qu'il faudrait sûrement réactiver. J'espère avoir répondu à la question de ça. Et puis Hervé a bien raison de nous rappeler que le Shift Project, dont je n'ai pas parlé, mais peut-être que tu peux en dire un mot, qui travaille également sur ces questions d'enseignement, qui sont d'ailleurs interrogées aussi par la commission Jean Jouzel. Effectivement, si tu veux dire un mot, Hervé, on te laisse le micro. Oui, bon après, c'est surtout pour dire qu'il existe effectivement tout un engagement. Ah oui, attends, je vais mettre un écran. Il existe tout un engagement un projet en fait à l'initiative de Jean Covici et de toute une maintenant vraiment d'énormément de personnes qui s'engagent en particulier pour décarboner le système, donc l'ensemble du système avec tout ce que ça a comme incidence, depuis les investissements bancaires jusqu'à je vais dire notre quotidien. Donc les choix des énergies, etc. Bon, donc c'est une sorte de groupe de pression et dans lesquels on cherche à faire bouger en fait toutes les lignes, enseignement comprises. Et donc là, en ce moment, il y a un travail sur la création d'un guide pour des enseignements compatibles avec les enjeux climat. Et qui devrait aboutir, je pense, au début de l'année 2022. Ouais, l'idée après, c'est de refaire la promotion de tout ça. Mais je veux taper simplement Shift Project et vous verrez qu'il y a vraiment pas mal de choses qui se font avec différents rapports qui donnent vraiment des renseignements sur plusieurs aspects pour continuer à faire changer le monde et à faire gagner progressivement les idées d'être plus attentif à la planète de manière générale. Voilà. J'en profite aussi pour vous dire que il y a une enquête qu'on vous a poussée qui s'appelle Happy at School. Dans Happy at School, il y a plusieurs questions qui sont en lien avec le développement durable et les problèmes environnementaux. Et globalement, vous verrez quand ça sera publié, on repartagera les résultats. Là, on est encore dans le cours de l'enquête, hein, mais on voit très bien que le site de Rennes se détache sur les problématiques environnementales, ce qui est une excellente chose, bien sûr, mais que les sites
de Rouen et de Beauvais aussi, globalement, sont assez bien positionnés. Et pour le moment, il y a un vrai décalage encore avec Amiens qui vient de rejoindre le groupe. Donc tout ça pour vous dire que quand on voit les autres écoles, on se rend compte du coup du décalage qui existe et de bien comprendre que effectivement, nous faisons partie des groupes pionniers qui vraiment cherchent, mais vraiment à développer le développement durable, à la fois dans les enseignements, mais même dans les différents piliers dont a parlé tout à l'heure Geoffroy. Tout à fait. J'en profite, et tu as raison Hervé. Deux messages par rapport à ça. Le premier, il est encore le temps d'ailleurs de nous transférer des questions, des remarques, des envies pour qu'on l'intègre dans le document de Jean Jouzel dont je parlais tout à l'heure. Si vous avez des remarques, moi j'ai les entrées, quoi. Je connais suffisamment de personnes dans le groupe de travail pour pouvoir faire pousser des idées, et actuellement il y a une vraie envie de pousser des bonnes idées, donc c'est tout à fait faisable, premier point. Le deuxième, c'est que effectivement il y a des enjeux climatiques, mais il n'y a pas que les enjeux climatiques, et c'est aussi tous ces autres enjeux, je pense à la biodiversité, la raréfaction des ressources, etc., qu'il faut arriver à pousser, et la dimension importante. Puis un troisième clin d'œil, puisque tu faisais de la pub pour le Shift Project, moi je me sens plus proche de Négawatt aujourd'hui, et je sais qu'en 2022, en mai 2022, Négawatt sort son rapport aussi, donc ça serait intéressant de confronter les deux approches, celle du Shift Project de Négawatt. Je suppose qu'elle va être complémentaire et convergente sur un certain nombre d'autres de conclusions. Voilà ce que je pouvais dire de mon côté. Si vous avez envie de compléter du côté de CopTrotter, vous avez aussi peut-être des choses sur... On pourrait aussi rajouter que CopTrotter a parrainé un projet qui s'appelle l'Alliance des générations, qui est parrainé aussi par Jean Jouzel, on en a parlé, et par Jacques Bréjon, aussi par Corinne Lepage, qui est notre ancienne ministre de l'Environnement sous Sarkozy, Marianne Monchamp, ministre des handicaps, de l'intégration du handicap pour les entreprises. C'est à peu près ça, je ne sais plus le nom exact. Et donc, le but de cette alliance, c'est de vraiment créer une alliance entre les générations, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des marches pour le climat qui sont organisées par des jeunes, et on constate qu'il y a beaucoup d'énergie qui est perdue, parce qu'on est écouté par nos dirigeants, mais les prises de décision, elles ne sont pas prises en compte. Et on pense qu'il faudrait vraiment intégrer des personnes plus âgées qui ont de l'expérience, et pour qu'on puisse vraiment tous s'allier ensemble pour pouvoir mettre plus de pression. Donc voilà, c'est un projet qui est en cours de construction, et on va commencer à rentrer dans les choses concrètes vendredi, puisque à 11h, on a une réunion à Rennes qui pourra aussi se faire en visio. Et donc c'est là où on va commencer à mettre en place toute la feuille de route, dire là où on en est, mais en tout cas, CopTrotter participe à ça. Et si ça vous intéresse, vous pouvez venir nous voir après pour qu'on vous donne plus d'informations. Et même si vous voulez faire partie du projet, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. On a besoin de monde pour ça. Je pense que si on veut respecter, il faut qu'on mette le mot de la fin. Le mot de la fin ne veut pas dire qu'on conclut définitivement ce qu'on est en train de se dire. Déjà, merci beaucoup à CopTrotter d'avoir porté ce message. Merci à Manon d'y avoir participé malgré la nuit, le vent, le froid et les dernières minutes. Merci à Iris d'avoir organisé l'élément. Et un message de notre part, là je dirais de l'équipe d'aider, mais aussi de CopTrotter. Si vous avez envie d'aider à contribuer, à faire en sorte que la participation d'Unilassal à la prochaine COP soit encore plus performante, plus efficace, plus performante au sens porter un effet concret, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je dirais, soit vous contactez CopTrotter, soit vous contactez l'équipe d'aider, des DRS@unilassal.fr. On sera ravis de vous intégrer dans un groupe et de commencer à réfléchir, sachant qu'il y a le rapport sur lequel vous travaillez, Manon et Iris, en ce moment, qui est en cours et qui sera une base très utile. Voilà. Si vous avez les derniers mots, je vous le laisse. À bientôt. Merci d'être venu aujourd'hui et de nous avoir aussi suivis sur Instagram. Et voilà, on espère que ça vous a plu et qu'on a été assez clair et concis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.